Bonjour Sophie Primas. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Il y a beaucoup de sujets ce matin à traiter avec vous et on démarre évidemment cet entretien par l'information de la nuit. Donald Trump pense avoir un accord avec Vladimir Poutine, le président américain, Sophie Primas, qui met la pression sur Zelensky, affirmant que c'est le président ukrainien qui bloque les pourparlers et qui ne veut donc pas en finir avec cette guerre, alors que des missiles ont touché Kiev cette nuit. Que c'est la France de cet accord, semble-t-il, entre les USA et la Russie? Alors ce matin, à titre personnel, je n'en sais pas plus que vous, puisqu'en fait des pourparlers et des discussions ont eu lieu hier à Londres entre conseillers. Donc j'imagine que ce corpus de propositions a été évoqué, mais dans le silence médiatique et politique. Ce que je regrette une fois de plus, c'est que le président Zelensky, qui tend la main depuis maintenant plusieurs semaines en disant « je suis prêt à une trêve de 30 jours pour discuter les conditions de la paix avec Vladimir Poutine, avec les Européens et avec les Américains », aujourd'hui se retrouve une nouvelle fois après une nuit de bombardements mortels, après les attaques qu'il y a eu pendant Pâques. Nous sommes très très loin de la trêve et nous sommes très très loin aujourd'hui des conditions d'une paix qui soit acceptable pour les Ukrainiens et qui soit une paix acceptable aussi pour les Européens dans la condition d'une durabilité de la paix. Donc il y a beaucoup d'annonces, souvent, régulièrement, de la part du président Trump, de la part du président Poutine, mais la paix ne peut être acquise qu'avec l'Ukraine et avec l'accord de l'Ukraine. Et vous avez parlé de conditions acceptables. Le vice-président américain J.D. Vance a suggéré, je cite, de geler les lignes territoriales à un niveau proche de ce qu'elles sont aujourd'hui, de procéder, dit-il, à des échanges territoriaux entre l'Ukraine et la Russie. On a bien compris qu'il fallait abandonner la Crimée et tout cela. Là encore, si je vous entends bien, la France, l'Europe dirait non. Si encore elle serait... Mais c'est l'Ukraine qui doit décider des conditions. Je le redis, l'Ukraine est au centre. L'Ukraine est le pays agressé. L'Ukraine est le pays qui, dans ces conditions-là, laisserait une partie de son territoire. Elle doit donc être au cœur de cet accord. Et c'est l'Ukraine qui doit décider quelles sont les conditions, évidemment, pour sa propre protection, dans le temps, de façon durable, et aussi pour la protection de l'Europe. Et nous devons être aussi au cœur des négociations. J'en viens, Sophie Primas, à l'actualité en France. Elle est très chargée. Tout d'abord, une actualité judiciaire qui provoque des remous autour du lycée musulman Averroès à Lille, qui a obtenu, je le rappelle, gain de cause, puisque la justice, et je le précise à nos auditeurs et téléspectateurs, rétablit son contrat avec l'État. Le tribunal administratif vient d'annuler la décision prise en 2023 par le préfet de l'époque de suspendre les subventions du lycée, établissement accusé d'entrisme islamiste. La justice administrative estime qu'il y a des vices de forme et des preuves insuffisantes. Est-ce que l'État peut ne pas faire appel de cette décision? Alors d'abord, je voudrais dire que moi je salue le fait qu'un préfet fasse des contrôles, regarde ce qui se passe dans les établissements sous contrat, quel qu'il soit d'ailleurs, et quelle que soit la religion qui soit portée derrière. Je suis plutôt satisfaite de voir que l'État regarde ce qui se passe dans ces établissements sous contrat. Le préfet avait un jugement qui indiquait qu'il y avait des faits qui étaient reprochés à cet établissement. Il a rompu le contrat. Il y a aujourd'hui une décision du tribunal administratif. Évidemment, ça ne me revient pas de commenter cette décision. Néanmoins, le dossier est aujourd'hui sur la table d'Elisabeth Borne, qui prend le temps de le regarder, puisqu'il y avait une question sur la profondeur et la solidité des preuves en fait, qui étaient apportées par le préfet. Et donc, elle décidera avec le Premier ministre s'il y a un appel ou s'il n'y a pas d'appel. J'entends, mais imaginons que l'État ne fasse pas appel, alors qu'en même temps, le ministre de l'Intérieur va déclassifier un dossier, dit-il, choc sur les frères musulmans. Quel message est-ce que vous envoyez aujourd'hui dans ce cas-là ? Le message qu'on envoie, c'est un, il y a des contrôles, deux, il faut qu'il y ait des preuves. S'il y a des preuves, je pense qu'on ne faiblira pas dans la volonté de fermer ces établissements. Donc si j'ai bien compris, l'appel n'est pas du tout exclu, au contraire. L'appel n'est pas exclu, il n'est pas décidé. Voilà, en fonction de la solidité des preuves, l'appréciation de la ministre de l'Éducation, ministre d'État Elisabeth Borne sera là. J'entends, même s'il faut respecter les décisions de justice, bien quand sûr. Même elles peuvent interroger. Est-ce qu'une telle décision peut marquer aussi un recul de la République face à l'islamisme? Il faut simplement savoir si ces preuves sont avérées ou pas. Si elles sont avérées, il faut continuer le combat juridique et fermer, car il est insupportable pour nous, évidemment, que dans les établissements, il y ait de l'entrisme, qu'il soit de quelque religion que ce soit d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, des fréristes. Donc ça, c'est absolument impossible. Mais il faut que ces preuves soient avérées. On voit la difficulté quand même, justement, d'avoir des preuves objectives. Marine Le Pen propose une autre solution
plus, entre guillemets, plus radicale. Elle dit qu'il faut interdire, comme le font d'ailleurs de nombreux pays arabes, les frères musulmans. Elle l'a exprimé hier sur le réseau social X. Ça veut dire interdire aussi les vecteurs, les proxys, évidemment, de cette idéologie. Pourquoi vous ne le faites pas? Je crois que nous sommes dans un pays particulier où la liberté, le culte, la liberté de penser doit être respectée. Vous savez, la phrase d'Aristide Briand, elle commence par « la loi doit protéger la foi », même si la foi ne doit pas dicter la loi. Je ne parle pas de foi, je parle de radicalisme. Voilà, donc il faut que nous soyons en capacité d'accueillir cela. Maintenant, le radicalisme doit être combattu sous toutes ses formes. Et donc, s'il faut avoir une pensée, une réflexion autour de ce qu'il faut interdire, pourquoi pas, mais en tout cas, on est dans cette configuration où nous devons lutter. Les propositions de loi qui ont été adoptées au Sénat, par exemple sur le sport, sur l'interdiction des prières dans les salles de sport, etc., tout ça fait partie de cette lutte contre l'entrisme et le frérisme, en l'occurrence, qui n'est pas compatible avec les données de la République aujourd'hui. Un entrisme, Sophie Primas, qui parfois se confond avec la géopolitique et le contexte international. C'est ce qui s'est passé à Lyon 2. Et la présidente de Lyon 2, qui est au cœur des critiques, cette présidente, je le rappelle, qui avait dénoncé la prise de position du professeur Fabrice Balanche, dont le cours avait été interrompu. On voit de nouveau ces images, et je les décris à nos auditeurs d'Europe 1, quand même violentes, où on voit des militants encagoulés venir interrompre le cours d'un professeur. Et ce matin, dans le Figaro, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, dit attendre des présidents d'université une protection sans ambiguïté des enseignants. Ce matin, je vous pose une question directe. Au-delà des injonctions, que faites-vous ? De quels moyens d'action vous disposez pour enfin protéger nos professeurs? Mais il faut, évidemment, on connaît ce sujet depuis Samuel Paty, évidemment, malheureusement. On le voit ici, à l'université, qui... on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, est le temple de la réflexion, le temple de la concertation, le temple de la confrontation des idées, où chacun doit se respecter. C'est encore le cas ? Mais écoutez, on peut se poser la question, effectivement, quand on voit des actions comme celle-ci qui sont absolument insupportables. Donc, vous me demandez quels sont les moyens que nous devons mettre en place. Nous devons redire au corps professoral que nous les protégerons dans leur diversité intellectuelle, de pensée, etc., que nous devons les soutenir. Nous devons redire au président d'université, Philippe Baptiste a été très clair là-dessus, qu'il y a un devoir de protection de ces présidents d'université. Elle-même, d'ailleurs, maintenant, fait l'objet de menaces et on est obligé de la protéger. Inacceptable. Ce qui était aussi inacceptable. Malgré tout, elle est sortie de son droit de réserve en critiquant un professeur. Écoutez, elle a probablement été trop loin et trop vite, mais en l'occurrence, on ne peut pas injurier et on ne peut pas menacer un président d'université de la sorte. Donc il faut aussi la protéger. Il faut surtout revenir au calme, se reposer des questions sur qu'est-ce que c'est que l'université et puis poursuivre les personnes qui sont évidemment coupables de ces actes. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'université? Que dire de l'islamo-gauchisme que le professeur lui-même, Fabrice Balanche, dénonce à Lyon 2? C'est une réalité? Écoutez, je pense qu'il y a des mouvements dans l'université qui sont toujours des mouvements très très forts. L'université est le lieu de la confrontation intellectuelle, la confrontation des idées. Donc il y a toujours eu l'extrême gauche, l'extrême droite. L'université est un lieu où les convictions... Là, ce sont plutôt des militants je parle dans le temps. Vous savez, moi je suis une génération pratiquement mai 68, j'étais toute petite. Donc il y a des mouvements... Mais vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent plus. Non, et les moins de 20 ans viennent aujourd'hui encagouler pour certains. Mais c'est insupportable. Et donc il faut redonner les guides de l'université. Ce sont des lieux de confrontation politique, intellectuelle, de la pensée. Et nous devons protéger. Par exemple, l'État... Enfin, punir, vraiment, punir. L'État en appelle à des chercheurs, à des professeurs à l'étranger. Mais quand ils vont venir ici, mais où est la liberté intellectuelle? Où est la liberté d'enseigner? Alors, il ne faut pas non plus généraliser ce que nous voyons à Lyon 2, ce que nous voyons là. Il y a beaucoup d'universités dans lesquelles les conditions d'enseignement, les conditions de débat, les conditions de recherche sont tout à fait magnifiques, sont tout à fait préservées. Il faut donc les prendre pour exemple, il faut donc les mettre en avant et pas s'attarder juste à des phénomènes comme nous voyons là à Lyon 2. Vous ne voulez pas reprendre le mot d'islamo-gauchisme? Oh, il a l'air de brûler la bouche de non, le ministre de l'Enseignement. Non, il ne brûle pas la bouche. Vous savez bien que j'ai une parole assez libre. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. On est dans une période où tous les mots sont exacerbés. Qui met toutes de l'huile sur le feu dans notre pays aujourd'hui? Oui, tous ceux qui aujourd'hui ont des actes violents, considèrent que la violence est un moyen d'expression contre des politiques, et tous ceux qui pensent qu'il y a ce qu'ils pensent et puis il y a le mal. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut revenir
à une société des Lumières, en fait, où on peut partager des idées sans en arriver à la violence extrême. Nous l'espérons, nous en sommes loin quand on voit certains cas. Et est-ce que la justice est également un rempart, en tous les cas, vient en soutien de ce combat? La justice, et notamment ce qui s'est passé autour de ce mineur, Sophie Primas, qui a été condamné pour avoir agressé, et l'affaire avait fait grand bruit, un rabbin. Alors, il est condamné à 16 mois de prison. Les parties civiles, effectivement, en tout cas, se contentent ou se réjouissent d'une telle décision, même si elles estiment qu'elle est insuffisante. Vous estimez que la justice, là, est aussi un garde-fou par rapport à la lutte contre l'antisémitisme? Je pense que c'est un acte fort que vient de faire la justice. Vous savez que Aurore Berger, qui est ministre contre les discriminations, qui travaille sur ces questions d'antisémitisme, qui d'ailleurs va présenter un rapport et des actions dès lundi, se bat beaucoup pour que, à la fois, on ait un volet d'éducation renforcé sur ces questions-là, mais aussi un volet de sanctions lorsqu'il y a des dérives. Donc là, la justice a parfaitement fait son rôle. Elle a accompagné cette lutte que nous devons mener sans relâche contre. Alors les défis, Sophie Primas, sont nombreux. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1 avec un énorme coup dur pour l'acier français. La direction d'ArcelorMittal a donc annoncé envisager la suppression de 600 emplois en France. Une décision due, selon elle, cette direction, à un manque de compétitivité de l'acier en Europe. Autrement dit, pour résumer, à des injonctions trop contraignantes sur la décarbonation de la part de l'Union européenne. ArcelorMittal va donc délocaliser son activité en Inde, très clairement. Que peut encore faire, s'il peut encore faire quelque chose, l'État français? Alors d'abord, je voudrais dire que je voudrais penser aux salariés qui aujourd'hui sont dans l'incertitude, qui sont assez nombreux. Et je sais que le président de région, Xavier Bertrand, met toute son énergie justement à la réindustrialisation de cette région. Et donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, qui est due, vous avez raison, à la non-compétitivité de la sidérurgie européenne dans son ensemble. Il faut suivre le rapport Draghi sur la compétitivité. Donc nous sommes dans l'urgence de cette prise de décision européenne sur les facteurs de compétitivité, mais nous avons un deuxième problème. Et le deuxième problème, c'est la surproduction chinoise, notamment en acier, qui vient complètement bousculer les marchés de l'acier et qui font que nous sommes décrochés. Donc la France et 8 autres pays européens demandent des mesures de protection contre l'acier chinois. On a pris des premières mesures, notamment sur des questions de quotas et d'entrée de quotas d'acier chinois, mais nous devons aller plus loin et la France est en première ligne. En attendant, moi je voudrais juste rappeler d'abord les promesses des politiques, dont celle d'Emmanuel Macron pour accélérer la réindustrialisation, pour une souveraineté industrielle. Bon, fracasse quand même sur le mur de la réalité. ArcelorMittal, c'est au moins 390 millions d'euros de fonds publics, 190 millions de crédits d'impôt, des millions pour alléger la facture d'électricité et au final un désastre social et industriel. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci ArcelorMittal? Non, pas merci ArcelorMittal. ArcelorMittal est sur un marché qui est un marché mondial, qui a des règles qui répondent aux règles mondiales. Et donc, il faut regarder, et c'est tout le travail de Mme von der Leyen sur la volonté de décarbonation rapide. D'ailleurs, trop rapide, trop contraignante. En tout cas, nous en payons les conséquences. Nous en payons aujourd'hui en partie les conséquences. Il faut travailler à la décarbonation, mais sans jamais oublier la compétitivité, parce que quand on oublie la compétitivité, il y a des catastrophes. Est-ce que vous dites ce matin à la direction d'ArcelorMittal, il faut se réunir, il faut que tous les élus concernés soient autour de la table pour trouver des solutions? Alors, bien sûr, Marc Ferracci d'ailleurs est à la manœuvre, le ministre de l'Industrie, rencontre ArcelorMittal. Nous allons voir quelle est l'ampleur en fait de ce plan social. Est-ce que ArcelorMittal renonce ou pas à son développement à Dunkerque, justement d'acierie décarbonée? Dans quelle mesure on peut protéger l'emploi au maximum? Et puis surtout, il faut accélérer les procédures au niveau européen de protection de notre marché européen, parce que l'acier... ça fait les canons César, au passage. Vous dites ce matin, un tel plan est inacceptable pour l'État français. En tout cas, un tel plan a des conséquences fortes sur notre souveraineté, sur l'emploi, bien sûr, et je pense encore une fois à ces salariés, a vraiment des conséquences dans la durabilité de notre industrie. Donc je pense qu'il faut se mettre autour de la table, discuter d'un plan avec l'Europe, avec la France, avec ArcelorMittal et l'ensemble de l'acierie française. Et dans le même temps, Sophie Primas, le gouvernement qui cherche des économies partout, vous dites que rien n'est tabou, rien n'est exclu. Que répondez-vous à David Lisnard? Il était notre invité hier à cette même place. Beaucoup. Vous le savez. Bon entendeur, tout à fait. C'est votre famille politique aussi. Oui. Alors, il n'est pas d'accord avec vous, en tous les cas, sur... Ça arrive. Bien sûr, sur la suppression de l'abattement de 10% sur les retraites. Et d'ailleurs, ce qu'il dit est assez logique. Il dit supprimer une niche fiscale, c'est augmenter les impôts. C'est QFD.
Oui, alors c'est la raison pour laquelle je redis qu'ici, rien n'est arbitré aujourd'hui. Tout est ouvert, on regarde tout. Et Amélie de Montchalin, qui est ministre des Comptes publics, regarde chacune de ces niches. C'est 87 milliards de niches fiscales, donc on a le droit de s'interroger. Regardez aussi les agences d'État. On regarde bien sûr les agences d'État. Oui. Il y a une classification aujourd'hui des agences qui est en train d'être opérée entre celles qu'il faut garder en améliorant l'efficience de son efficacité, celles qu'il faut fusionner, celles qu'il faut peut-être abandonner. Nous sommes dans ce travail de classification avec les travaux du Sénat également. Et avec une épée de Damoclès de la censure sur la tête. Avec une épée de Damoclès de censure, mais c'est la caractéristique de ce gouvernement et malheureusement de la situation politique dont nous avons hérité après la dissolution. Je voudrais conclure, Sophie Primas, par une question sur le Premier ministre qui fait face aux révélations de sa fille au sujet des violences à Betaram commises contre elle dans un camp d'été il y a de nombreuses années. La fille de François Bayrou qui témoigne dans un livre à paraître aujourd'hui des violences subies. En tant que père de famille, dit François Bayrou, ça me poignarde le cœur, même si c'est une affaire très ancienne. En somme, le père de famille est meurtri, mais le responsable politique n'a rien vu. D'abord, je voudrais dire que c'est une histoire qui est générale, qui est malheureuse. Et là aussi, je veux penser aux nombreuses, voire très nombreuses victimes de cet établissement et des méthodes de cet établissement, dont la fille de François Bayrou. C'est aussi une histoire personnelle qui est extrêmement blessante, je pense, pour lui, difficile. On a tous des enfants et s'imaginer que pendant des années, ces enfants n'ont pas, par culpabilité, n'ont pas osé exprimer ce qu'ils avaient vécu, ça doit être extrêmement difficile à titre personnel. Je pense que ça n'exonère pas le Premier ministre, mais ça n'exonère personne en réalité, parce que pendant toutes ces années, il y a il y a un écosystème, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de personnes autour de cet établissement, beaucoup d'élèves qui ont participé à cette vie. Le Premier ministre n'est pas au centre de tout, comme sa fille n'est pas au centre de tout, a-t-il dit hier. Il y a beaucoup de victimes et il ne faut pas focaliser que sur elle, bien sûr. Il y a beaucoup de victimes. Donc c'est une histoire terrible. Il faut aller au bout de cette histoire-là. Il faut regarder les responsabilités et prendre les dispositions rapidement possible. C'est pour ça que je vous disais au début que je suis contente qu'il y ait des contrôles dans les écoles. On reboucle avec les Et on pense effectivement à toutes ces victimes, toutes ces années. Merci Sophie Primas. C'était votre grande interview. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Sonia Mabrouk.